Mesdames et Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'est bien Madame Wafa Faris Dehbi qui vous parle et votre enseignante de droit et je suis chargée de vous assurer la matière de droit des assurances. Alors, avant de commencer de déchiffrer tous les éléments du cours, avant de commencer mes explications, permettez-moi de vous clarifier comment on va procéder, comment on va travailler concernant le cours, concernant les explications, les supports et tout pour lever toute ambiguïté. Alors, pour le cours, pour les explications du cours, vous allez trouver sur la plateforme, au fur et à mesure, toutes les parties, chaque partie sera expliquée séparément de l'autre. Donc, vous allez trouver sur la plateforme l'explication complète de tous les éléments de chaque partie. Je vais vous envoyer au fur et à mesure chaque partie chaque semaine et vous allez trouver au service photocopie qui est à côté de la fac, vous allez trouver le polycope. Sinon, si vous pouvez pas vous déplacer ou bien vous ne trouvez pas, alors je peux vous envoyer le support de tout le cours, mais à la fin de à la fin de nos explications, c'est-à-dire je vais vous le donner à la fin. Donc, vous allez trouver seulement les explications orales de toute la contenance du cours. Et si vous avez quoi que ce soit, si il y a des ambiguïtés, si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, alors vous m'écrivez sur mon email. De toute façon, mon adresse, vous l'avez tous. Alors, vous écrivez sur mon email et comme ça, je vais vous clarifier les éléments qui vous semblent un petit peu confuses. Alors, revenons à notre matière de droit des assurances pour l'année 2020-2021 et on commencera par le droit. Le point de départ de toute matière de droit, donc, c'est quoi le droit? Le droit, c'est un ensemble de règles destinées à régir la vie d'une société. Cette société, c'est une société organisée, c'est une société qui est réputée un état de droit. Et de toute façon, vous le connaissez déjà, seulement ça, ce sont juste un petit rappel pour arriver à notre matière qui nous intéresse et qui nous intéressera le plus. Alors, dans un état de droit, où règne le droit et un État qui reconnaît la primauté de toutes les législations humaines, alors nul n'est au-dessus de la loi. Alors, nul n'est au-dessus de la loi, autrement dit, toutes les matières de droit qui sont approuvées et qui sont reconnues doivent s'appliquer sur tous. Alors, de cela, on parle de égalité des sujets. Tous les sujets du droit sont égaux devant la loi. Indépendance de la justice, séparation des pouvoirs. Alors là, ce sont les principes d'un état de droit qui doivent s'appliquer dans une société où règne le droit. Alors, les matières de droit ou bien les éléments de droit sont obligatoires sur tout le monde. Ce sont des règles, lorsqu'on parle de règles de droit, on parle de règles officielles, c'est-à-dire des règles officielles qui sont contenues, qui sont légiférées, qui sont approuvées et qui ont fait l'objet d'une approbation et d'une publication dans un bulletin officiel. La règle de droit, ce sont des règles qui sont impersonnelles, elles s'appliquent sur tous, impérative, contraignante, s'impose à tous, que ce soit société, personne physique, personne morale, l'État, personne privée, personne publique. Alors, elles sont impératives, elles s'appliquent sur tous et, bien évidemment, sanctionnées en cas de non-conformité, en cas de non-respect. Le droit, c'est un phénomène humain. C'est un phénomène humain. Il est fait par l'homme et destiné à l'homme. Destiné, pourquoi? Pour le protéger et pour organiser et pour faire régner l'ordre et la paix, la sécurité, la stabilité et le respect des droits humains. Parce que de toute façon, personne ne doit porter préjudice à autrui. Et c'est là le rôle qui est dévolu au droit, qui est dévolu aux règles de droit. Concernant le droit, on le sait tous, il se divise en deux.
Il y a le droit public qui contient les matières qu'on connaît tous, droit constitutionnel, droit fiscal, etc., etc. Et il y a les matières de droit privé. Alors les matières de droit privé, ce sont des matières qui sont spécifiques, ce sont des matières qui s'appliquent sur les particuliers, faits par l'homme et destinées à l'homme. Alors, parmi les matières de droit privé, on arrive à la matière qui nous intéresse tous, c'est le droit des assurances. Le droit des assurances, c'est une matière importante et fondamentale de droit privé. Ce n'est nullement une matière de droit public, c'est une matière de droit privé parce qu'elle est destinée aux particuliers et bien sûr, pour régir pour régir toute la relation contractuelle en matière d'assurance. Parce que la base en matière de droit des assurances, c'est le rapport contractuel entre deux, trois ou plus de personnes qui ont choisi à élaborer ou à contracter une opération d'assurance. Le droit des assurances il régit une des opérations commerciales, économiques, entre des particuliers de la société d'un côté et des opérateurs commerciaux purement privés. C'est pour cela que c'est une matière de droit privé. Le droit des assurances, c'est une matière qui relève du droit des affaires. Alors, c'est quoi le droit des affaires? Le droit des affaires, il recouvre de nombreux domaines juridiques, du fait de la nécessité de s'adapter aux contraintes économiques qui évoluent en permanence et de plus en plus rapidement. Le droit des affaires est en perpétuelle mutation, vu l'évolution, vu les changements, vu les bouleversements économiques, vu l'apparition de nouvelles opérations, vu l'ouverture vers le monde extérieur. Alors tout cela contribue à l'accroissement et à l'évolution de la matière du droit des affaires qui comprend les principaux matières de droit privé. On parle du droit commercial, c'est le principal. On parle du droit de la propriété industrielle. On parle du droit des sociétés. On parle du droit bancaire, le droit des assurances qui nous intéresse, le droit financier, le droit boursier, le droit de la concurrence, le droit des entreprises en difficulté, les droits de la consommation et particulièrement et principalement, il y a également le droit civil. C'est une matière qu'on trouve qui est nécessaire dans tous les domaines et qui est la base de toutes les opérations et de toutes les relations contractuelles entre les individus. Dans le droit des assurances, on a cité les matières de droit privé, mais bien évidemment, dans le droit des assurances, on trouve des aspects, on trouve des éléments, on trouve une grande convergence et un grand lien, une liaison entre le droit des assurances et le droit civil. On trouve des aspects du droit civil, on trouve des aspects du droit de travail. Alors lorsqu'on parle du droit de travail, on parle non seulement du monde du travail, l'embauche, la résiliation du contrat, etc. Mais on parle également de la sécurité sociale. On parle de ce qu'on appelle le droit social. Et la sécurité sociale, ce sont des opérations, ou bien c'est un domaine qui est très important, qui doit être maintenu et il est omniprésent dans la matière de droit des assurances, surtout en matière d'assurance de personnes. On va voir c'est quoi les assurances de personnes, mais ça n'empêche de montrer que le domaine de la sécurité sociale doit être parfaitement maîtrisé par les opérateurs économiques et également par la clientèle qui opte pour une opération ou bien qui est obligée d'adhérer à une relation d'assurance. Alors là, c'est une grande liaison, c'est une grande relation entre le droit des assurances et le droit du travail, ou autrement dit, le droit social. On va le revoir lorsqu'on va arriver aux assurances de personnes. Alors, on va parler des maladies, des accidents corporels, des accidents de travail, des maladies professionnelles. Donc, tout cela, on va les voir lorsqu'on va arriver aux assurances de personnes. Et là, on sera forcé de citer et de parler de quelques éléments ou bien des éléments qui concernent la sécurité sociale ou même la conclusion et la résiliation ou bien la rupture d'un contrat de travail. Droit des assurances et droit civil. Le droit civil, c'est une matière très, très, très importante en matière de droit des assurances. Il nous suffit
de parler d'une relation contractuelle. Une relation contractuelle doit suivre et doit préserver tous les éléments de formation et de résiliation ou bien de résolution d'un contrat d'une façon générale. Alors, dans une opération d'assurance, alors il y a obligatoirement une relation d'assurance, il y a une relation contractuelle, écrite, formelle qui doit être établie entre deux éléments au plus. Alors, le premier point, c'est que tous les éléments de formation et d'élaboration et de résiliation du contrat doivent être respectés en matière de droit civil en premier et par la suite en matière de droit des assurances, c'est-à-dire les éléments spécifiques à cette relation d'assurance. Droit des assurances et droit constitutionnel, là on cite les principaux éléments. Alors, une grande importance du droit constitutionnel parce qu'il nous suffit de revenir aux articles 21, des articles 21 jusqu'à l'article 31 de la Constitution. Alors, que contient ces articles? Ces articles font partie de la partie qui concerne les droits et les libertés fondamentaux. Alors, toute personne a le droit à la vie, a droit à la sécurité de soi-même, à la sécurité de son entourage et à la sécurité de son patrimoine. Cette sécurité, elle est préservée par l'État. Donc ces articles, ils reconnaissent la sécurité, la stabilité et la tranquillité. Et la liberté de contracter, ça c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est que l'État reconnaît à toute personne le droit d'être affilié à une opération d'assurance et bien évidemment à opter pour élaborer une opération et un contrat d'assurance. Droit des assurances et droit de la concurrence qui est régi par la loi numéro 6/99. Lorsqu'on parle de la concurrence, on parle des opérateurs économiques, on parle des sociétés d'assurance qui sont contraints de respecter toutes les règles en matière de droit de la concurrence. Droit des assurances et droit de la consommation. Lorsqu'on parle de la consommation, alors on parle du consommateur. Autrement dit, on parle du client. On parle de la personne qui achète un produit d'assurance. Alors, cette personne doit agir, elle a des droits en matière de droit de la consommation et elle a des obligations vis-à-vis des opérateurs économiques et ces règles doivent être parfaitement respectées dans toute relation d'assurance. Droit des assurances et droit de commerce, ou bien droit commercial, qui est réglementé par la loi numéro 1595, le droit de commerce ou bien le droit commercial. C'est une matière fondamentale en matière d'assurance. Il nous suffit de parler de l'article 6 du droit commercial qui reconnaît l'assurance comme étant, ou bien qui reconnaît une société d'assurance ou bien un assureur comme étant un commerçant. Autrement dit, puisque l'opérateur économique, c'est une personne commerciale, alors autrement dit, il doit parfaitement se conformer aux éléments ou bien aux articles du droit commercial. On parle du commercial, du commerçant, on parle des actes de commerce, on parle du fonds de commerce. Lorsqu'on parle du fonds de commerce, c'est la société commerciale. On parle des effets de commerce. Lorsqu'on parle des effets de commerce, ce sont le paiement ou le règlement et les délais de paiement. Ce sont les instruments de paiement et les instruments de crédit. Lorsqu'on parle du droit commercial, on parle également des contrats commerciaux. C'est une partie très importante en matière de droit commercial parce qu'on va parler des contrats d'assurance, on va parler des contrats de représentation et des contrats de distribution. Ce sont des contrats qu'on trouve et qu'on trouvera dans des opérations ou bien dans des relations d'assurance. Et on parle des sociétés commerciales ainsi que les entreprises en difficulté. Alors avant, c'est la partie qui concerne les entreprises en difficulté. Alors on parle des sociétés d'assurance qui ont de grandes difficultés financières ou bien qui ont des problèmes de règlement et de problèmes de paiement. Alors, ils doivent se conformer strictement aux éléments du droit de commerce et droit des assurances et droit des sociétés. La loi numéro 1795 et la loi numéro 5
1996. On parle de sociétés anonymes, on parle des SNC, sociétés en nom collectif, sociétés en commandite, la SAR, les groupements d'intérêt économique. Donc, tous les opérateurs économiques doivent au préalable, avant même de commencer à contracter ou bien à opérer en matière d'assurance, alors il doit obligatoirement suivre des règles de constitution, fonctionnement et dissolution en matière de droit des sociétés. Et même chaque assureur, il est obligé, avant de signer ou bien avant d'avoir le titre d'assureur, il est obligé de respecter tous les éléments de droit des assurances pour pouvoir obtenir l'agrément auprès du ministère des Finances. Droit des assurances et droit pénal. Le droit pénal, c'est une matière très importante en matière de droit des assurances. Il nous suffit de parler, par exemple, d'assurance vol. Là, ce sont juste des éléments que je cite et qu'on verra beaucoup plus en détail par la suite. Alors, lorsqu'on parle du droit pénal, on parle de tous les actes incriminés par la loi. On parle de fausses déclarations réputées à un acte d'escroquerie. L'acte d'escroquerie, c'est un acte qui est incriminé par la loi. On parle du vol lorsqu'on parle par exemple des assurances vol ou bien lorsqu'on parle des assurances incendie ou bien alors obligatoirement toute personne ayant commis un acte incriminé par le code pénal, alors là c'est toute la convergence entre la matière pénale et la matière d'assurance. Et je n'oublierai pas de vous rappeler que toujours lorsqu'il y a le pénal, alors le sursis doit, le civil doit surseoir jusqu'à ce que jusqu'à ce que la juridiction pénale n'ait tranché dans la matière. Mais de toute façon, lorsqu'on parle de la matière pénale, alors l'assureur, il est obligé de suivre et de maîtriser et de connaître tous les éléments du droit pénal qui se rattachent qui a une relation avec l'acte qu'il est en train de résoudre, etc., etc. Il y a d'autres matières. Là, je n'ai pas délimité, mais j'ai parlé des principales matières qu'on trouve et qui doivent être respectées, respectées par les opérateurs économiques et également par la clientèle. Lorsqu'on parle de droit des assurances, alors obligatoirement on doit parler des origines. Les origines de l'assurance, les origines de la matière, les origines de cette matière droit des assurances. On est obligé de parler des acteurs habilités. Lorsque je parle de habilité, alors ou bien lorsque je parle tout d'abord des acteurs, alors ce sont les animateurs de cette relation d'assurance, les personnes qui ont choisi à souscrire une relation d'assurance. Alors, ces personnes, on les appelle les acteurs, on va les voir dans la partie qui suivra, les acteurs habilités à intervenir dans cette matière ou bien dans cette relation d'assurance. On parlera des différentes branches et opérations adoptées au Maroc. Là, on est au Maroc, alors on citera et on parlera de toutes les branches et toutes les opérations qui sont reconnues et que le ministère des Finances a donné son approbation à être contractées et adoptées au Maroc. On parlera du rôle des institutions étatiques pour organiser ce secteur. Le rôle des institutions étatiques, alors, d'après la Constitution, ou bien les articles du droit constitutionnel, nous reconnaissent le droit à la protection de notre patrimoine, de notre vie privée et de la vie de notre entourage, et à préciser que toute personne a le droit d'opter un moyen pour se faire protéger. Alors là, est-ce que l'État a un rôle pour organiser ce secteur? Est-ce que l'État a un rôle pour contrôler ce secteur, surtout les opérateurs économiques? Alors là, ce sont les thèmes qui sont dans la matière de droit des assurances. Alors, les règles suivies. Lorsqu'on parle des règles suivies, alors quelles sont les règles qui doivent être suivies? Parce que de toute façon, ou bien les règles de droit sont des règles impératives et contraignantes et doivent être appliquées sur tout le monde. Il y a des formes à respecter.
Lorsqu'on parle des formes à respecter, alors le législateur a voulu bien maintenir la sécurité des personnes qui ont opté à contracter une relation d'assurance. Alors là, il a imposé des formes contractuelles qui doivent être suivies par la clientèle et par les opérateurs d'assurance. Tout cela, c'est pour la protection de tous les participants et vu l'évolution de l'économie nationale. Parce que lorsque le législateur nous a imposé des formes, alors ça c'est pour protéger toutes tous les acteurs de l'opération d'assurance. Le droit des assurances est là. Le droit des assurances a évolué vu plusieurs circonstances. Première circonstance, c'est l'accroissement de l'humanité. L'humanité ne cesse d'accroître, ne cesse de grandir. Alors là, c'est un facteur, ou bien c'est un élément qui est important et qui a contribué à l'émergence et à la nécessité de cette matière. Deuxième élément, c'est le développement économique. Le développement économique ne cesse de s'accroître. Le développement économique ou bien l'économie de chaque pays ne cesse d'évoluer. Alors plus l'économie se développe, plus le besoin de protection et le besoin de sécurité ne cesse de s'imposer. Troisième facteur, l'ouverture du Maroc vers le monde extérieur. Alors, puisque le Maroc a choisi de s'ouvrir vers le monde extérieur, alors là, des contrats doivent être faits. Des formes ou bien des opérations doivent être adoptées et doivent être discutées parce que le Maroc s'est ouvert vers le monde extérieur et puisqu'il a choisi cette ouverture, alors obligatoirement, il est obligé de faire de même et d'adopter et de souscrire de nouvelles opérations d'assurance. Quatrième facteur, la multiplicité des engagements contractuels nationaux ou internationaux. Multiplicité des engagements veut dire multiplicité de besoins. Multiplicité des engagements contractuels signifie le besoin de sécurité, le besoin de stabilité, le besoin de tranquillité avant de souscrire ce contrat. Et obligation également obligation d'adopter des clauses pour assurer la sécurité des personnes contractantes. Une augmentation, tous ces éléments, l'accroissement de l'humanité, développement économique, ouverture du monde vers le monde extérieur, multiplicité des engagements contractuels, tout cela n'a fait, tous ces éléments n'ont fait que entraîner une augmentation des sinistres. Des sinistres, lorsque je parle des sinistres, alors là, on parle de l'accident, on parle de l'incendie. Alors, on va les voir, c'est un acte qui porte préjudice à une personne. Alors, tous ces éléments n'ont fait que augmenter des sinistres préjudiciables qui sont causés par ou à l'occasion d'une personne autrui. Alors, ce sinistre ou bien cet acte doit être un acte préjudiciable causé par une personne à elle-même, ou bien causé par une personne vers autrui, ou bien causé à un bien appartenant à une personne. Alors, puisqu'il y a eu ce sinistre, alors deux éléments doivent obligatoirement être expliqués, deux éléments doivent être clarifiés pour parler d'un sinistre préjudiciable. Le premier élément, c'est la responsabilité. Et le deuxième élément, c'est la réparation. Ce sont des éléments fondamentaux dans toute opération d'assurance. Alors, c'est quoi la responsabilité? La responsabilité, c'est l'obligation de répondre de ses actes. On parle de responder, c'est l'origine. C'est mettre à la charge d'une personne, appelée le responsable, l'obligation de réparer les dommages causés à autrui. Réparer. Deuxième élément fondamental dans toute opération d'assurance. Être responsable. Responsable, c'est mettre à la charge d'une personne c'est la personne responsable. Donc, elle est obligée de répondre. Répondre pour quelle raison? Pour réparer. Réparer, alors là, on parle d'indemniser,
On parle c'est-à-dire de remettre en forme. On parle, c'est-à-dire, alors lorsqu'on parle de réparer, c'est plusieurs formes qui s'imposent et qu'on trouvera, on va les voir dans la partie des opérations d'assurance. Alors, l'obligation de réparer les dommages causés à autrui. Les dommages causés à autrui. Alors, tous ces éléments, on va les voir dans les autres parties. Lorsqu'on parle de la responsabilité, c'est un thème qu'on trouve et qui est prévu par les articles 77 et suivants du Dahir des obligations et des contrats de 1913. Donc là, toujours, on revient aux d'autres législations qui constituent la base et qui doivent être parfaitement maintenues dans la matière de droit des assurances. Alors, l'article 77 stipule tout fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer le dit dommage, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe. Alors là, responsable, réparer. Toujours deux volets qu'on trouve toujours dans toute relation ou bien dans tout acte préjudiciable causé par quelqu'un. Alors, toute personne ayant causé sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral oblige son auteur à réparer le dit dommage. L'article 78 du DOC ajoute: chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu'il est établi que cette faute en est la cause directe. Toute stipulation contraire est sans effet. Autrement dit, on est responsable non seulement par un fait, lorsqu'on parle d'un fait, alors j'ai commis un acte qui ne constitue pas une faute, donc soit un fait, soit une faute, lorsqu'il est établi que cette faute en est la cause directe qui a causé le dommage. L'article 132 du Code pénal marocain ajoute, et là on parle de la matière pénale, toute personne saine d'esprit et capable de discernement est personnellement responsable des infractions qu'elle commet. On parle toujours de responsable et de responsabilité. Alors, de quelle infraction on parle? Les infractions, ce sont les faits de l'homme qui, à raison du trouble social qu'il provoque, justifie l'application à leur auteur de peine ou de mesures de sûreté. Alors, tout acte qui nécessite d'être sanctionné par une peine, lorsqu'on parle d'une peine, alors vous connaissez bien évidemment en matière pénale, lorsqu'on parle d'une peine, c'est une peine privative de liberté ou bien c'est une peine qui est financière ou de mesures de sûreté. Alors, tout acte ayant entraîné l'une de ces peines prévues par le Code pénal, c'est un acte pénal et c'est réputé une infraction. La responsabilité a été définie par l'article 120 de la loi numéro 1799 portant Code des assurances. Alors, cet article stipule toute personne physique ou morale dont la responsabilité civile peut être engagée en raison des dommages corporels ou matériels causés à des tiers. Alors, toute personne physique ou morale dont la responsabilité civile, donc responsabilité et ajoute civile, peut être engagée en raison des dommages corporels ou matériels causés à des tiers. Alors c'est la seule définition ou bien c'est le seul article qui a invoqué le terme de responsabilité. De toute cette définition, on déduit que la responsabilité, pour qu'une personne soit réputée responsable, alors obligatoirement il doit y avoir des éléments, ou bien trois éléments, exactement trois éléments. Il doit y avoir une faute, il doit y avoir un préjudice. Lorsque je parle de préjudice, je parle du trouble, je parle du dommage, je parle d'un acte ayant nuisible ou bien un acte qui a causé un préjudice à une personne. Alors là, on parle du préjudice et on parle du lien de causalité.
le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Obligatoirement, il doit y avoir un lien, il doit y avoir une conséquence de cette faute ou bien de ce fait. Parce qu'il faut savoir qu'on parle non seulement de la faute, mais on parle également du fait. Alors, un fait, ça doit être un acte qui n'est pas nécessairement une faute, mais qui a porté préjudice à une personne. Alors, ce fait ou bien cette faute doit doit obligatoirement entraîner un acte nuisible, préjudiciable à une autre personne. Alors, cette personne ou bien la victime, généralement, a la charge de prouver que cet acte préjudiciable qu'elle a subi, ce trouble qu'elle a subi, est bien la conséquence directe de la faute commise par la tierce personne qui est réputée responsable. Alors, tous ces éléments constituent des critères engageant la responsabilité d'une personne. La responsabilité, elle peut être retenue de diverses façons, selon la nature du dommage et de l'opération qu'il a suscité. Alors, on parle de responsabilité, mais elle peut prendre plusieurs formes. Ça dépend de l'acte lui-même, ça dépend des circonstances de cet acte, ça dépend de la mauvaise foi ou bien de la bonne foi, ça dépend du préjudice ou bien du degré de préjudice. Est-ce que c'est un préjudice corporel, c'est un préjudice moral, c'est un préjudice matériel, donc tout cela, ce sont des éléments qui déterminent exactement de quelle responsabilité on parle. Toujours dans la responsabilité, on parle généralement de plusieurs sortes de responsabilités. On parle de la responsabilité disciplinaire. Par exemple, la responsabilité disciplinaire, ça signifie répondre des manquements à une discipline collective. Lorsqu'on parle d'une discipline collective, je travaille dans une société ou bien je fais partie de la fonction publique dans laquelle je suis obligé de me conformer à telle règle. Si je contredis ou bien je ne me conforme pas ou bien je ne respecte pas telle règle ou bien telle discipline, alors là, je suis responsable de façon disciplinaire et j'encours une sanction disciplinaire. On parle de la responsabilité morale. Répondre d'un acte moralement répréhensible devant sa conscience, devant Dieu ou même devant une collectivité déterminée. Alors là, je n'ai pas la conscience tranquille. Une personne, par exemple, n'a pas une conscience tranquille. Il se sent responsable parce qu'il a insulté, par exemple, une personne, ou bien il a fait un acte qui n'est pas approuvé par la collectivité, par exemple manger pendant le ramadan, etc., et qui entraîne une responsabilité vis-à-vis de soi-même. Une personne se sent responsable et c'est ce qu'on dit, elle n'a pas dormi, elle n'arrive pas à dormir, elle n'a pas la conscience tranquille. Alors cette personne, c'est ce qu'on appelle une personne qui est responsable moralement. Alors c'est sa conscience, elle est responsable vis-à-vis d'elle-même et la conséquence de cette responsabilité, une personne n'arrive pas à dormir, une personne se sent malade soi-même, une personne qui est déprimée, alors c'est là qu'on appelle responsabilité morale. Autrement dit, il n'y a pas une collectivité ou bien une autre personne ou bien une juridiction qui va lui infliger une sanction ou bien qui va le sanctionner. On parle d'une responsabilité administrative, c'est-à-dire assumer tous les dommages causés par l'État à autrui. Alors, tous les actes préjudiciables causés par l'État à autrui, ça entraîne une responsabilité de l'État, une responsabilité administrative et doit être reconnue et prévue et bien sûr tranchée par la juridiction administrative. On parle de la responsabilité pénale. La responsabilité pénale, on en a déjà parlé en matière pénale, répondre de toutes les infractions et subir la peine prévue. Parce qu'en matière pénale, on sait tous qu'il y a infraction et sanction. Alors, lorsque un acte, il est réputé un acte pénal, c'est un délit ou bien une contravention ou bien un crime qui est d'après sa définition ou bien d'après les éléments qui le concernent, c'est une infraction pénale, alors il y a obligatoirement une sanction qui est une sanction à cet acte.
Dernièrement, on parle de la responsabilité civile. C'est ce qui nous intéresse le plus et c'est cette responsabilité qui est reconnue et qui est invoquée dans presque toutes les opérations d'assurance. Alors, la responsabilité civile, c'est répondre. C'est une matière que vous avez, je pense, déjà vue en S3 ou S4. Donc, c'est juste un rappel. La responsabilité civile, répondre des dommages causés à autrui et entraîne une réparation et non, et jamais une sanction. Lorsque il y a une sanction, alors là, c'est une responsabilité pénale. Ça peut être une responsabilité disciplinaire, par exemple blâme, avertissement, etc., etc., ou bien une responsabilité administrative. Mais jamais dans une responsabilité civile, il n'y a une sanction. Lorsque une sanction vient d'être infligée ou bien nécessite une application d'une peine ou bien généralement d'une sanction, alors là, ça dépasse le cadre de la responsabilité civile. Ce n'est nullement une responsabilité civile. Dans une responsabilité civile, on parle juste d'une réparation, on parle d'une indemnisation, on parle de remboursement, on parle de prendre en charge, mais jamais et nullement d'une sanction. Lorsqu'on parle de la responsabilité, on parle des dommages causés par un acte personnel. C'est la responsabilité civile, toujours. Premièrement, ce sont les dommages causés par un acte personnel. Là, on parle de la responsabilité du fait personnel. On parle des dommages causés par une négligence ou imprudence. Toujours, c'est une responsabilité civile, parce que ça doit être un acte qui est causé indépendamment de la volonté d'une personne. On parle des dommages causés par des employés ou sous-traitants. Là, on parle de la responsabilité du fait d'autrui. On parle des dommages causés par des animaux. On parle des dommages causés par des objets. Et là, c'est la responsabilité du fait des choses. Alors là, ce sont les types de dommages ou bien les différents points qui concernent les dommages causés par une personne et dans laquelle cette personne est responsable. On revient à notre droit des assurances. Parce qu'on a parlé du terme responsabilité, parce qu'on va le trouver plusieurs fois. Donc, j'ai tenu à le clarifier, surtout que je pense il n'y a pas je n'ai pas mentionné la responsabilité, je ne l'ai pas définie, je ne l'ai pas traité dans le polycope, mais de toute façon, je viens de l'expliquer. C'est quoi de toute façon, vous avez déjà vu la responsabilité civile, ce sont les mêmes éléments et les mêmes critères qui nous intéressent en matière de droit des assurances. Alors, le droit des assurances. Il y a une obligation d'assurer soi-même, assurer son patrimoine et assurer même son décès. Lorsque je parle de obligation, il y a des opérations, il y a des circonstances, il y a des cas, des situations dans lesquelles une personne se sent ou bien elle est obligée d'assurer soi-même. Là, on parle des assurances, par exemple, de maladie. Pour adhérer à n'importe quel établissement public ou privé, je suis obligé d'adhérer. Non de souscrire, mais d'adhérer à une assurance. Donc, je suis obligé d'assurer soi-même. Obligé d'assurer son patrimoine. Là, par exemple, c'est juste un exemple, lorsqu'on parle de assurance auto RC. Alors là, c'est une obligation d'assurer ce bien, c'est une obligation législative, ou même assurer son décès. Là également, dans le secteur, par exemple, en matière pour les employés ou bien pour les employés, etc., pour les fonctionnaires, alors ils adhèrent à une assurance décès lorsque lorsqu'il devient lorsqu'ils deviennent employés ou bien salariés dans une entreprise. Obligation de s'assurer en cas de survenance d'un danger ou d'un incident. On est obligé de s'assurer en cas de survenance d'un danger ou d'un incident. Alors, lorsqu'il y a un danger qui s'annonce, lorsqu'il y a un incident, bien sûr, avant sa survenance, alors on est obligé de s'assurer. Et obligation de se sentir rassuré.
L'assurance, c'est un sentiment de sécurité, c'est un sentiment de stabilité, c'est un sentiment de tranquillité qui a surgi depuis que l'humanité, depuis, c'est-à-dire depuis l'émergence, depuis l'essence. Voilà. Alors, à partir, le premier besoin qui a commencé avec l'humanité, alors c'est le besoin de protection. Le besoin de protection de soi-même, le besoin de protection de son entourage, le besoin de se protéger contre les aléas de l'avenir, par exemple en cas de décès, en cas de maladie, en cas de funérailles, en cas d'incident, en cas d'incendie. Alors, une obligation de se sentir rassuré, parce que lorsqu'une personne souscrit à une opération d'assurance, alors la première chose, c'est qu'il se sent rassuré, il se sent assisté par un organisme spécialisé, par un professionnel en la matière pour répondre à ces événements fortuits ou de force majeure. Dans tous les cas, c'est cet organisme qui déterminera est-ce que cet acte doit être, est-ce que cet acte constitue un acte préjudiciable causé suite à un événement fortuit et à causer un événement préjudiciable ou bien un préjudice à cette personne qui a souscrit une opération d'assurance au préalable. C'est un engagement pris et assumé par les deux parties contractantes. Lorsque je parle de deux parties contractantes, on parle de la personne qui a choisi, parce qu'au préalable, dès le début, c'était juste un choix. Une personne veut protéger son patrimoine, alors elle commence à chercher si cette opération d'assurance, elle est là, est-ce qu'il y a une protection de ce bien, quels sont les types de protection, dans quel cas, dans quelles circonstances, comment le remboursement, comment la prise en charge, etc. Donc au début, c'était juste un choix. Mais actuellement, ce n'est non seulement un choix, mais il y a des opérations qui se sont des obligations obligatoires, doivent être faites, doivent être contractées et doivent être élaborées parce que c'est une obligation législative. Alors en matière de droit des assurances, avant d'arriver au contenu, avant d'arriver au fond du sujet, alors on doit tout d'abord définir c'est quoi le droit des assurances. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de cette matière? Quel est l'intérêt de cette branche? L'historique, les sources, arsenal juridique, comparaison, composition et fonction. On commencera par une citation de la reine Élisabeth Ier. Lorsqu'elle a parlé de l'assurance, alors elle a cité, elle nous a donné la citation suivante. La perte pèse légèrement sur beaucoup plutôt que lourdement sur peu. La perte pèse légèrement sur beaucoup. Lorsqu'il y a eu une perte, lorsqu'il y a un préjudice, lorsque ce préjudice est assumé totalement et complètement par une seule personne, alors les conséquences de cet acte est lourde. Mais lorsque cette perte elle est subie, lorsque cette perte elle est prise en charge par plusieurs personnes, alors la conséquence ou bien le préjudice, il est léger par rapport au premier cas. Alors, la définition de l'assurance, on parle de la définition linguistique, de la définition juridique, de la définition économique et de la définition technique. Alors là, avant de commencer, je tiens à clarifier une chose, c'est que l'assurance, c'est une matière économique dans laquelle plusieurs éléments de l'économie, plusieurs éléments mathématiques sont invoqués, mais nous, puisqu'on est des juristes, alors on se contentera et on traitera la matière sur le plan juridique tel qu'il a été adopté par le législateur en matière de code des assurances ou bien en matière d'autres législations en la matière. Donc on se contentera uniquement de définir le côté technique, mais on ne va pas rentrer dans les détails.
On se contentera uniquement de définir l'assurance en matière économique sans rentrer dans les détails. Donc, une définition linguistique, une définition juridique, une définition économique et une définition technique. En matière linguistique, l'assurance, d'après sa définition étymologique, c'est assécuration. C'était le terme, ou bien c'était l'expression qui était adoptée auprès des Athéniens. Alors, c'est quoi assurance? Assurer la sécurité, rendre sûr ou libre de soucis. Je n'ai aucun souci parce que si demain, après-demain ou l'année prochaine, n'importe quel malheur arrive à moi-même ou bien à ma famille ou bien à un bien que j'ai préservé, alors je n'ai pas de soucis, je n'ai pas à avoir des soucis ou bien à me préoccuper des conséquences de ce préjudice. L'assurance, c'est mettre à l'abri d'éléments qui viendraient perturber la tranquillité de l'homme et donc sa sécurité. Le petit Robert a défini l'assurance comme un sentiment de sécurité. C'est le fait de se rassurer, la confiance en soi, un sentiment de certitude ou d'intime conviction. Les synonymes, c'est quiétude, aisance. Une personne se trouve à l'aise et n'a aucune inquiétude aux conséquences qui pourront découler d'un acte préjudiciable. La définition doctrinale, c'est une opération collective. Pourquoi c'est une opération collective? Parce que, d'après les juristes en la matière, la définition qui est la plus adoptée par les opérateurs et par les praticiens de cette matière, c'est que l'assurance, c'est une convention par laquelle une partie, qui est l'assureur, s'engage à effectuer une prestation au profit d'une autre personne en cas de réalisation d'un événement aléatoire par nature en contrepartie d'une somme d'argent. Alors cette définition, elle sera clarifiée beaucoup plus en détail. Chaque élément, on va le clarifier dans la partie qui concerne les opérations d'assurance. Mais c'est juste pour dire que c'est une opération collective. Parce que d'après cette définition, il y a une opération par laquelle une partie est l'assureur, voilà une personne, au profit d'une autre personne, voilà une autre personne. Donc obligatoirement, c'est une opération collective qui implique deux, trois ou plus. C'est un phénomène, d'après la doctrine, c'est un phénomène de civilisation. Alors, dans toute société civilisée, dans toute société ouverte vers le monde extérieur, alors on trouve l'assurance, on trouve une nécessité d'opter à une opération d'assurance, une nécessité d'adhérer à une relation d'assurance, une nécessité d'exiger et d'entretenir dans toute chose ou bien dans toute transaction une opération d'assurance. La définition juridique. Alors, est-ce qu'on trouve une définition du droit des assurances dans la loi? La loi numéro 1799 nous dit, d'après son article 1, parce que si vous allez consulter le code des assurances, alors vous allez trouver que le législateur a consacré 1, 2, 3, 4, 5, 6, a consacré 5 pages juste pour définir des éléments fondamentaux en matière de droit des assurances. C'est quoi l'assureur? C'est quoi l'assuré? C'est quoi le droit des assurances? C'est quoi un avenant? C'est quoi une police? Tout cela, c'est pour ne laisser l'ambiguïté, c'est pour ne pas laisser une ambiguïté à expliquer ou à interpréter ou à même faciliter faciliter d'entretenir une opération d'assurance ou bien de conclure un contrat d'assurance. Alors l'article 1 de la loi numéro 1799 stipule. C'est quoi assurance de personne? C'est la seule définition qui est donnée en matière d'assurance. Ce sont des assurances garantissant les risques dont la survenance dépend de la survie ou du décès de l'assuré, ainsi que la capitalisation, la maternité et les assurances contre la maladie, l'incapacité et
l'invalidité. Alors, c'est la seule définition qu'on peut trouver concernant l'assurance. Mais la seule définition, elle ne définit que l'assurance de personnes. Autrement dit, il n'y a pas de définition claire de droit des assurances ou bien de l'assurance. Ah, économique. Alors là, à faire attention, parce que juste, je vais clarifier certaines choses que nous, les juristes, on est obligés de connaître et de toute façon, on trouve dans la loi. Les économistes définissent l'assurance comme une mutualisation des risques. Une mutualisation des risques. Mutualisation. Mutualisation de toute façon, actuellement, on cesse de parler de mutuelle, mutualité, mutualisation. Donc, ce sont des éléments qui ne sont pas propres aux économistes, mais également par tous les praticiens de cette matière. Par exemple, par les organismes d'assurance, par la clientèle elle-même. Alors, on ne cesse d'en parler de mutuelle, mutualisation, mutualité, etc. Alors, c'est quoi une mutualisation? Mutualisation, c'est une action consistant à mettre en commun des moyens humains, financiers, logistiques ou autres afin de réduire des coûts et de réaliser des économies. Alors, mutualisation, c'est une réciprocité. Tout le monde, un groupement participe pour que, en cas d'un groupement de personnes qui forment une mutualisation auprès d'un organisme d'assurance, ils se regroupent dans une seule opération, c'est-à-dire c'est la même opération qui est pratiquée par tout le monde, ils payent la prime, etc. En cas de survenance, alors toutes ces personnes, bien sûr, répondent à cet acte. Deuxièmement, la deuxième définition donnée par les économistes, l'assurance, c'est une compensation par des méthodes de statistiques. On va les voir dans la partie qui concerne les opérations d'assurance. Alors, c'est une compensation par des méthodes de statistiques. On compense, on donne, on répare, on indemnise par des méthodes de statistiques suivant des études statistiques, des études de probabilité afin de connaître combien la victime qui a subi le dommage, comment elle encourt, combien elle peut décrocher au titre d'indemnisation, à titre d'indemnisation ou bien à titre de réparation. Tout l'indemnisation ou bien le remboursement, c'est suite à des méthodes ou bien c'est suite à des éléments de statistiques établis avant même l'élaboration de cette relation d'assurance. C'est une forme de solidarité. Suivant les économistes, c'est une forme de solidarité entre la population. C'est une protection des risques futurs de détérioration et de perte. Une protection des risques. Lorsqu'on parle de risque, c'est un acte qui ne se réalise, qui ne doit pas forcément se réaliser. C'est juste un élément qui peut arriver et qui peut ne pas arriver. Futur, qui ne s'est pas encore arrivé, de détérioration et de perte des personnes, des biens et des investissements. Actuellement, on ne se contente pas uniquement de protéger soi-même ou la famille, on ne se contente pas uniquement d'assurer ou bien de protéger nos biens, notre patrimoine, mais également nos investissements futurs, les marchés, les cautions, etc. L'assurance, c'est une opération de vente-achat. Et dans toute opération où il y a vente-achat, c'est une opération économique. Pourquoi? Dans une opération d'assurance, il y a l'assureur et il y a l'assuré. L'assureur, c'est un producteur, c'est un vendeur de sécurité. Il vend la sécurité. Le client, l'assuré, il achète cette sécurité. Il est l'acheteur. Il donne de l'argent pour acheter et pour bénéficier. Il est également un bénéficiaire en fin de compte. Parce que même si le dommage n'a pas eu lieu dans le futur, mais il a bénéficié d'une chose, c'est la tranquillité.
il a bénéficié, il a eu le bénéfice de la sécurité, il a sécurisé son bien, il a sécurisé sa famille, il a sécurisé sa personne, il a sécurisé, donc il a toujours ce sentiment de sécurité et de tranquillité. Donc, dans tous les cas, il est bénéficiaire, que le dommage arrive ou pas. Et tout cela, c'est sous forme d'un contrat d'assurance. L'assurance occupe une place importante dans le marché économique. Actuellement, il est le deuxième plus grand marché d'assurance sur le continent africain, après l'Afrique du Sud. Il est le premier, il a la première place des pays arabes et il a le classement de 47e au niveau mondial en matière d'assurance, ce qui montre la place importante de l'assurance au Maroc. Sur le plan technique, l'assurance est une technique financière dans laquelle un assureur organise en mutualité. Mutualité, je rappelle, c'est une entraide réciproque. Toujours lorsqu'on parle de mutuelle, mutualité, mutualisation, alors on parle d'une entraide réciproque des personnes qui ont choisi de souscrire une telle opération similaire à une autre et qui cotisent. Alors, ils cotisent auprès d'un assureur donc pour une même opération. Alors, la définition technique, c'est que l'assureur organise en mutualité une multitude d'assurés exposés à la réalisation de risques déterminés. Une multitude d'assurés, c'est-à-dire une clientèle importante. Un assureur ne pourrait pas ouvrir ses portes et travailler uniquement avec un seul client, ou bien deux, ou bien trois. Alors là, il finira par fermer ses portes. Alors, sa seule obligation, c'est qu'il doit organiser une mutualité. Quoi organiser une mutualité? Rassembler maximum ou bien regrouper un maximum de clientèle pour une seule opération. À titre d'exemple, je vous donnerai un exemple. Je parle par exemple d'une assurance auto. Alors, assurance auto RC, en tant qu'assureur, je suis forcé, je suis obligé de souscrire autant de contrats, c'est-à-dire un pack important autant de contrats qui concernent la même opération. Alors, toute cette clientèle, quoique ils ne se connaissent pas entre elles ne se connaissent pas et ne savent pas, savent pas les autres clients, et bien sûr, on n'est pas forcé de leur faire connaître ça, mais c'est au niveau technique, c'est l'assureur qui doit organiser cette mutualité, c'est-à-dire souscrire autant de contrats pour une même opération, pour que si demain ou après-demain, un dommage arrive à une de ses clients, alors l'autre collectivité va contribuer et va subir également les conséquences de ce dommage sans le savoir. Alors là, on parle d'une mutualité. C'est la technique financière de l'assurance. L'assureur indemnise ceux qui subissent un sinistre grâce à la masse commune des primes collectées et ce par des techniques et règles de statistiques. Alors c'est la deuxième définition technique parce que l'assureur, premièrement, il organise une mutualité, on l'a déjà expliqué, et deuxièmement, il indemnise lorsque le sinistre vient de survenir. Il indemnise suite à quoi? Suite à la masse commune des primes collectées, suite à l'ensemble, la totalité des cotisations qui ont été payées et réglées par la clientèle la clientèle constituée en mutualité. Alors là, on parle de la masse commune des primes collectées, la totalité de l'argent qui a été collecté par la clientèle au moment de la conclusion du contrat. Et ce, par des techniques et règles de statistiques. On va le voir beaucoup plus en détail. Il y a des techniques à adopter avant
avant la conclusion de tous les contrats, alors il y a des techniques qui doivent obligatoirement être, qui doivent obligatoirement être maintenues pour la conclusion de tous ces contrats et bien évidemment pour constituer une bonne mutualité, pour que, à la fin de compte, l'assureur n'arrive pas à une situation où il ne pourrait pas survenir, il ne pourrait pas répondre à ses engagements. Parce que une chose grave, c'est une faute grave lorsque l'assureur n'arrive pas à respecter ses engagements. Lorsqu'on parle de respecter ses engagements, en cas de dommage, il n'arrive pas à répondre, il n'arrive pas à indemniser, il n'arrive pas à réparer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas bien fait sa technique financière. Il n'a pas bien constitué une mutualité au préalable qui lui a causé cette perte et qui, bien sûr, lui fera autant de dégâts et autant de conséquences. La définition technique, toujours, c'est une opération anti-aléatoire de lutte collective contre le hasard. C'est une certaine confiance en l'avenir. Ce n'est pas une prévention du sinistre, de ses effets entre les assurés. Bien évidemment, ce n'est pas une prévention, mais c'est pour éviter les aléas de l'avenir, c'est pour éviter les conséquences de ce qui peut arriver dans l'avenir en cas de. Donc, c'est juste une certaine confiance en l'avenir. Je n'ai pas à avoir peur, je n'ai pas à avoir des soucis en cas où quelqu'un tombe malade ou bien il y a eu forte chute de neige ou bien il y a eu incendie ou bien il y a eu vol ou bien donc ce sont des éléments qui permettront de tranquilliser le souscripteur qui a choisi une opération d'assurance. Et toujours dans le côté technique, des règles de statistiques et de probabilité constituent le fondement de sa technique. C'est ce qu'on avait déjà dit. Un assureur doit parfaitement adopter une technique financière suivant des règles de statistiques et de probabilité pour ne pas tomber dans l'embarras, pour ne pas avoir des problèmes en cas où il y a eu plusieurs dommages ou bien plusieurs pertes ou bien plusieurs incidents. Autrement dit, les techniciens disent que l'assurance, c'est une vente de sécurité au profit de l'action. Lorsqu'on parle de l'action, c'est la faute, c'est l'acte préjudiciable à autrui. Alors, l'intérêt du sujet. Quel est son intérêt? C'est une branche existante et omniprésente dans la vie de tous les sujets de droit. C'est une branche actuellement qui s'impose. C'est une branche, comme on l'a déjà dit, omniprésente, qu'on trouve chez tout le monde, tous les sujets de droit, les campagnards, les industriels, les opérateurs, les mineurs, les majeurs, donc tous les sujets de droit physique, moral, etc. Alors c'est une branche qui est importante. Donc quel intérêt? Pour prévenir un dommage, pour se protéger contre tous les risques éventuels, pour identifier l'auteur du dommage. Parce que lorsqu'un dommage vient de survenir, alors la première chose qui vient à l'esprit, c'est qui a causé ce dommage? C'est suite à la faute de qui? Est-ce que cette personne n'a pas bien placé, par exemple, un pot ou bien, je ne sais pas moi, n'a pas entretenu son balcon et la chute de ce balcon ou bien la chute de ce pot a causé un dommage. Donc, on commence à déterminer et à identifier l'auteur du dommage. Rechercher la responsabilité. La responsabilité de qui? Est-ce que c'est de la victime? Est-ce que c'est de cette personne qui a causé le dommage directement ou bien suite à sa faute ou bien suite à sa négligence? Assister, réparer le préjudice, indemniser. Alors, c'est l'intérêt de cette matière, assister, réparer et indemniser. En faveur de ou bien en faveur de tierces victimes. Lorsqu'on parle de en faveur de, on ne connaît pas c'est au profit de qui cette assurance vient d'être souscrite.
Donc, toujours, la personne bénéficiaire, elle n'est pas connue. On va le voir dans les acteurs de droit des assurances. Mais lorsqu'on parle en faveur de tierces victimes, alors soit cette personne, elle est connue, elle est identifiée, elle est nommée, ou bien cette personne, elle n'est pas nommée, mais on connaît quelle catégorie, ou bien quelle circonstance, ou bien quel endroit. Alors, lorsque par exemple, on parle par exemple de tierces victimes, on parle par exemple des personnes transportées dans une voiture. Donc là, ce sont des personnes identifiées. Mais lorsqu'on parle de en faveur de, on ne connaît pas qui pourrait bénéficier. Est-ce que c'est un conducteur de notre voiture? Est-ce que c'est un piéton? Est-ce que c'est un passager? Donc, on ne connaît pas l'identité ou même qui pourrait bien être cette personne. Alors là, on arrive aux facteurs. Lorsqu'on parle des facteurs, on parle des éléments qui ont, qui ont contribué et qui ont permis l'accroissement de cette matière, qui ont permis l'évolution de cette matière, qui ont permis d'avoir un grand besoin de cette matière et de n'en cesser d'en parler. Parce qu'actuellement, et on le voit tous, par exemple, à titre d'exemple, actuellement, en période de pandémie, alors on ne cesse de parler de assurance. C'est remboursable, c'est pas remboursable, à quel taux, suite à quoi, dans quelles circonstances, qu'est-ce qu'il faut faire, quel est le délai de dépôt, quel est le délai de règlement. Donc, cette matière actuellement est devenue omniprésente, est devenue importante dans même notre vie privée, c'est-à-dire sans parler du contexte économique ou bien du côté économique, même dans notre vie privée, on n'en cesse d'avoir le besoin. Alors, il y a des facteurs qui ont contribué à cette importance. Le premier facteur, affaiblissement du secteur agricole. L'affaiblissement du secteur agricole a entraîné un phénomène de l'exode rural et l'urbanisation. Actuellement, les campagnards ils partent vers les pays industriels. Alors, c'est ce qu'on appelle l'exode rural et ce qui a entraîné l'urbanisation. Alors, l'urbanisation a entraîné plus de besoins, plus d'accidents, plus de besoins de sécurité et de tranquillité. Donc, ça, c'est le premier facteur. Deuxième facteur, augmentation du niveau de vie, ce qui a entraîné un recours de plus en plus à l'industrialisation. L'industrialisation entraîne le besoin de sécurité, avoir plus de biens, avoir plus de moyens, avoir plus de besoins, avoir plus de, c'est-à-dire contracter plus de contrats. Alors tout cela entraîne augmentation du niveau de vie et augmentation du besoin de protection. Troisième facteur, allongement de l'espérance de vie. Allongement de l'espérance de vie et la baisse de la mortalité a entraîné que toute personne qui vit plus, donc cette personne, elle a toujours un souci de tomber malade, un souci de devenir invalide ou incapable dans l'avenir, un souci de retraite, de ne pas avoir un revenu fixe après la retraite, un souci de décès même. En cas de décès, elle ne laissera pas un revenu ou bien elle ne laissera pas de l'argent ou bien de quoi survenir aux besoins de sa famille ou bien de son conjoint. Donc, ce sont des éléments qui ont entraîné, c'est un facteur primordial ayant entraîné l'importance de la matière de droit des assurances. Quatrième facteur, le culte de l'individualisme. Le culte de l'individualisme, le recul de la solidarité familiale. Avant, lorsqu'il y a eu un besoin personnel, un besoin par exemple de prêt, par exemple une personne veut emprunter de l'argent pour construire une maison, ou bien je sais pas moi, pour l'hospitalisation, ou bien pour maternité, ou bien une personne qui a cessé de travailler en cas de son contrat vient d'avoir un terme. Alors là, avant, la famille ou bien le voisinage, ils se sentaient solidaires et ils rassemblent de l'argent pour cette personne. Mais actuellement,
Il y a un culte de l'individualisme. Le voisinage, les voisins ne se connaissent pas entre elles. Les voisins ne se connaissent pas entre eux. Les voisins ne se solidarisent pas avec leurs voisins ou bien avec une personne de leur famille. Donc, ce sont des facteurs c'est un élément très important qui a encouragé que les personnes optent et cherchent une autre forme de solidarité, d'assurance. Un autre facteur, apparition de nouveaux modes de distribution, de nouveaux modes de diffusion et de commercialisation des produits d'assurance. On parle de la banque assurance, on parle de la vente à distance, on parle du commerce électronique, on parle des achats à distance. Donc tous ces éléments sont devenus, on doit assurer tel site ou bien on doit assurer tel achat, alors c'est un facteur primordial en matière d'assurance. Un autre facteur, c'est l'accroissement des besoins personnels de crédit. Actuellement, pour avoir un crédit immobilier ou bien un crédit à la consommation, on est obligé, ça c'est une obligation qui s'impose à toute personne qui veut emprunter de l'argent. Alors on est obligé de signer parallèlement un autre contrat d'assurance pour assurer ce crédit en cas de décès ou bien en cas de cessation de travail. Alors l'assureur sera remboursé de ce crédit. La conséquence. La conséquence logique de tous ces facteurs, commettre un fait causant un dommage à soi-même ou à autrui. Obligatoirement, suite à ces facteurs, alors obligatoirement, il y a et il y aura un dommage qui est causé à moi-même, à ma famille, à mon patrimoine et qui nécessitera une réparation ou bien une indemnisation qui ne pourrait être faite que par un organisme professionnel. Donc, obligatoirement, il y aura augmentation des accidents, des incidents, des incendies, des dégâts matériels et corporels. L'intérêt, c'est soulager l'individu, soulager la famille, écarter, adoucir les conséquences économiques et pécuniaires d'un dommage. Personne n'est assuré contre le malheur, mais bien contre le dommage. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit accepter les coups du sort, ce qui pourrait arriver dans l'avenir. Au contraire, il nous appartient de mieux connaître ces risques et de s'en prémunir à temps. Et c'est là l'intérêt de la matière d'assurance. Ce n'est pas pour éviter la survenance du dommage, ce n'est pas pour prévenir ou bien pour s'attendre à ce que le dommage va arriver aujourd'hui ou demain, mais au moins à se prémunir contre les conséquences. Le dommage, s'il va arriver, il va arriver. Mais les conséquences qui peuvent être fondamentales ou bien qui peuvent être préjudiciables et lourdes à une personne pourront être prises en charge par cet organisme d'assurance. Alors là, on arrive à l'évolution historique que je vais l'enregistrer sous un autre fichier. Je vous remercie et à la prochaine.